l'accueil qu'il nous offre pour vous permettre ce soir d'écouter Marie. Voilà, c'est un enthousiasme qu'on voudrait vous faire partager parce qu'il nous a été donné, grâce à Michel, de faire la connaissance de Marie dans le cadre des activités, au départ dans le cadre des activités qui nous intéressaient, à savoir cette université par Internet que je vous conseille d'aller visiter, qui est leur activité principale, mais qui n'est pas l'objet de la conférence de ce soir, que j'ai demandé à Marie de bien vouloir faire, et qui vient d'un double, oui je peux dire, d'un double éblouissement. Le premier c'est en 2013, Marie nous a invités à aller assister à sa défense de thèse de droit à Toulouse, dont tu parleras probablement un petit peu, et où nous avons eu effectivement une explication tout à fait lumineuse les principes fondateurs de l'Union européenne, de la libre circulation des biens et des personnes, et en quoi cette libre circulation des biens et des personnes s'inspirait d'un droit qui lui-même s'inspirait d'événements qui avaient balayé l'Europe au XVIe siècle. Ébloui. Et puis, des cours, des conversations, elle nous a entraînés dans une réflexion sur la même problématique, mais dont l'inspiration n'est plus le droit, mais serait la théologie. Et donc, on nous a dit, mais je prépare une thèse sur le même sujet. Et effectivement, au début de cette année-ci, on a été invité à Rome à cette défense de thèse, ambiance très différente. Il faisait plus beau. Et il faisait plus beau. À l'intérieur, c'était plus froid, j'ai trouvé. Enfin, à l'intérieur de la séance de défense. Et voilà. Et donc, nous avons été de nouveau extrêmement impressionnés, je pense, Tika et moi, par le caractère tout à fait lumineux de la présentation. Et on s'est dit, mais on aimerait bien que nos amis puissent entendre cela. Et c'est la raison de cette invitation et de votre présence ici ce soir. Alors, si je commence les titres de Marie, les philosophes, les historiens, et les docteurs en droit et les docteurs en théologie. Ça donne quelques références à la manière dont elle va présenter les choses, qu'elle fait de manière très bien. Je veux vraiment te remercier, parce que je sais que tu n'aimes pas tellement faire ça, mais en même temps, pour nous, c'est un moment important de communiquer notre enthousiasme. Et on verra après, donc il y aura, je pense, 45 minutes, 45-50 minutes de présentation, et puis après, il y aura une séance de réponse, et puis Tika ne peut pas faire autrement que de préparer au minimum un petit quelque chose, un tout petit quelque chose, et donc voilà, il y aura ce qu'il faut pour continuer la conversation. Merci en tout cas de bien pouvoir te soumettre à cet exercice. Alors merci Jean-Bernard, merci de ce qui ce soir est de l'ordre du partage de l'amitié, et vos amis sont mes amis, donc bienvenue à tous. Je suis très heureuse que vous ayez accepté cette invitation, et le bouillon de Tika qui nous attend a fini par me convaincre. Donc je ne vais pas vous faire souffrir trop longtemps, donc comme Jean-Bernard l'a dit, on va se donner 45 minutes, d'autant plus que il y a parmi vous, et j'en ai bien conscience, des plus grands spécialistes des sujets que je vais aborder, et donc j'aimerais qu'il y ait une phase de discussion, de questionnement. C'est ainsi que l'exercice intellectuel aussi progresse, et donc ne pas hésiter à lancer des objections, des pistes de lecture, des pistes de recherche. Voilà comment nous avons conçu, Jean-Bernard, Tika et moi-même, cette soirée amicale autour de ce thème. Alors, comme Jean-Bernard vient de le dire, j'ai fait une thèse de droit consacrée à la libre circulation des personnes. Ça a donné ce livre, Homo Viator, qui a été publié en 2014 au CERF à Paris. Et puis, comme j'en ai pas eu assez, plus particulièrement parce que le thème m'a engagée dans une réflexion peut-être plus profonde, plus anthropologique, voire même plus théologique, j'ai poursuivi le cheminement par une seconde thèse, dont un extrait est ici, Dieu migrant. Et ça, c'est sorti il y a 1 mois, dans une très bonne maison d'édition, Domini Presse. Alors, n'hésitez pas. Et alors, pour ceux qui auraient quelques insomnies, vous
pouvez aussi consulter, on n'en a pas beaucoup ce soir, mais on peut en envoyer aussi par il y a des EPUB, par la voie numérique, ce gros pavé. La source théologique du droit, c'est un collectif, le fruit d'un colloque que nous avons organisé à Salamanque en 2014, justement à l'articulation du droit et de la théologie. Moi-même, j'approfondis la question de la libre circulation, mais pour ceux que ça intéresse, il y a tous les autres thèmes connexes à mon thème à moi. La question de la souveraineté, la question de l'internationalité, de l'universalité des normes, etc. Voilà. La source théologique du droit. Alors il va de soi que je ne vais pas pouvoir vous présenter en détail 6 années de recherche, mais j'aimerais communiquer mon enthousiasme, c'est vrai, pour un sujet que je n'avais pas prévu de traiter comme ça au départ. Et je crois que c'est le sens de toute recherche intellectuelle. On cherche, on espère trouver. Moi, j'encourage mes étudiants à trouver vraiment, mais on ne trouve pas nécessairement ce qu'on avait prévu au départ. Au départ, mon goût pour la réflexion sur l'Europe m'avait conduit à aller chercher un petit peu du côté des penseurs théologiens juristes de cette fameuse école de Salamanque au XVIe siècle. Et c'est à travers eux que j'ai découvert l'importance d'une pensée philosophico-juridico-théologique, on y reviendra, sur la question de la mobilité humaine. Et ce soir, je voudrais vous communiquer une idée forte. S'il y avait une chose que je voudrais communiquer quand on sort de cette conférence et qu'on va déguster les petits mets de Tika, c'est que l'Europe n'est pas seulement une région géographique, mais qu'il y a une pensée propre à l'Europe. Et quand on traverse certains doutes, quand on dit de l'Europe que c'est le continent du doute aussi, on peut, nous, se raccrocher, s'inspirer d'une pensée profonde qui vient irriguer la construction européenne, irriguer notre culture, inspirer notre mode de vie, notre manière de nous organiser, de penser l'institution et le rapport entre les peuples. Et c'est quelque chose qui rend compte le mieux de l'Union européenne telle que nous la vivons aujourd'hui, dans ses impasses aussi. Et il est symptomatique que la Grande-Bretagne n'en fasse plus partie. Parce que ce quelque chose de diffus, ce je ne sais quoi, dirait Saint Jean de la Croix, c'est bien la libre circulation des personnes. L'idée forte de ma communication, c'est de vous dire, il y a une âme à l'Europe, il y a une âme de la vie internationale, et c'est la mobilité des hommes. Alors une anecdote dit qu'en cas de brouillard, et ce soir c'est le cas, en cas de neige, et qu'on ne voit plus le continent, les Anglais disent « l'Europe est isolée ». Alors on va parler ce soir ensemble du droit à la mobilité, c'est-à-dire du principe de libre circulation des personnes. Alors une idée forte, et puis une méthode. Quand on travaille une thèse, 2 thèses, il faut petit à petit forger sa propre méthode. Pour moi, il s'est agi de conjuguer 3 disciplines. Le droit, la théologie et la philosophie. Et pas de les travailler seulement de manière, dans la durée, d'abord le droit, puis la théologie, puis la philosophie, mais bien de travailler leur lien entre elles, leur impact, leur influence réciproque. Et comment? Dans le temps long. Aujourd'hui, on oublie le temps long, le temps de la transmission, le temps de la tradition intellectuelle. Et souvent, quand on fait de la recherche, et c'est aussi très bien, on fait des focus de manière analytique. Ici, il s'agit au contraire d'une vue de synthèse de 4 siècles, du XVIe siècle jusqu'à nos jours, pour essayer de mettre à jour une trace dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire du droit et dans l'histoire de la théologie. Alors mettre au jour une trace, ça veut dire s'appuyer sur des moments clés et sur des personnes phares. Et c'est ça que je voudrais faire avec vous ce soir, pour vous donner le sens peut-être de cette continuité qui est parfois explicite dans l'histoire des idées et qui parfois est beaucoup plus implicite. Je pense qu'à notre époque, c'est beaucoup plus implicite. Alors, première personne, premier personnage, premier moment clé, Vittoria. 2
Deuxième moment clé, Grotius, Hugo de Groot. Troisième personnage et moment clé, John Locke, en Angleterre. Et quatrième moment clé, Joseph Thomas Delos, un dominicain français du XXe siècle qui est décédé en 1974. Alors ces quatre personnages qu'ont-ils en commun? Ils sont juristes, tous les quatre. Ce sont soit des profs de droit, soit des avocats, soit les deux. Ils ont aussi en commun de s'intéresser plus particulièrement aux relations internationales. Et puis, ils ont aussi en commun, et ça c'est ce qui ne se dit pas trop, d'avoir fait appel à la philosophie et à la théologie. Enfin, ils font tous les quatre partie de moments clés de l'histoire. Vittoria, ce sont les conséquences de la conquête du Nouveau Monde. On est au XVIe siècle, les Espagnols ont quitté l'Europe pour ce qu'on a appelé la conquête et la découverte de l'Amérique du Sud, ce qu'on appelait les Indes occidentales. Grotius, lui, c'est la liberté des mers, c'est le commerce maritime des Hollandais vers les lointains asiatiques. John Locke, un siècle plus tard, XVIIe, XVIIIe, c'est le changement de dynastie en Angleterre et le moment où on invoque la liberté des peuples pour choisir leur souverain. Changement de régime. Et Delos, 2 siècles plus tard, on est au XXe siècle, ce sont les 2 guerres mondiales. Il est soldat pendant la Première Guerre mondiale. Il est en exil à New York. C'est ce qu'on appelle la résistance spirituelle pour la Deuxième Guerre mondiale. Il est au moment clé, en 1919 de la création de la SDN et en 1945 au moment de la création de l'ONU. Puis, il est proche de ceux qui ont préparé le traité de Rome en 1957, ce traité fondateur de l'espace dans lequel nous vivons. Donc vous voyez, ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est qu'il y a quelque chose au VIe siècle qui peut dire quelque chose éclairé de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Et que si nous n'acceptons plus ce temps long de la transmission des idées, de la tradition, de la continuité, nous perdons l'accès à nos propres sources. Alors, 4 figures, 4 pensées. Évidemment, il y a des maillons intermédiaires. Et là, on n'aura pas le temps de les évoquer, sinon, peut-être pour ceux qui connaissent, John Tilly, un Italien, au XVIe siècle, ou encore l'économiste Keynes, beaucoup plus connu, au moment de la crise de 1929, un économiste qui, tiens, comme par hasard, était aussi un philosophe. Et ça se sait beaucoup moins. Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, parce que le but, c'est aussi de vous montrer ce qui m'a le plus passionné, c'est de réaliser que, comme dirait l'humoriste, on ne nous dit pas tout. Quand on fait des études de droit, on a peut-être une fois dans le cursus le nom de Vittoria et encore. Je ne sais pas si les juristes qui sont là, Robert, André, se souviennent de ce nom, Francisco de Vittoria. Moi, je n'en avais pas connaissance vraiment. Grotius un petit peu plus, et puis on a appelé ça Hugo de Groot, un Toulousain qui était mon prof, n'avait pas vraiment l'accent néerlandophone. Bon, Grotius, vaguement, fondateur du droit international, le traité de la guerre et de la paix, voilà, des histoires un peu anciennes. Non. John Locke, oui. John Locke, je pense qu'on a tous un petit peu étudié, un texte ou deux. Pourquoi? Parce qu'il est censé être le père du libéralisme, du moins son inspirateur. Et puis Delos, le dominicain Delos, alors lui, complètement inconnu, même chez les dominicains. Et là, quand j'ai commencé à travailler sa vie, que je suis allée dans les archives à Paris, les archives dominicaines de France, c'est à Couvent Saint-Jacques, dans le 13e arrondissement, même les frères de sa génération avaient vaguement, se souvenaient plus de lui. Alors, c'est pas très encourageant pour nous, j'espère que les frères qui sont là. Mais voilà, personne ne connaissait Joseph Thomas Delos. Et puis pourtant, en travaillant sa vie, j'y reviendrai dans un instant, on découvre que c'est un personnage clé, éminent, conseiller de tous ceux qui ont pris les décisions au moment clé. Et donc nous lui devons beaucoup. Voilà, vous dire l'importance d'une tradition de pensée pour la tradition juridique occidentale et sa source philosophico-théologique. Alors, première figure, Vittoria. On devrait pourtant le connaître parce que ceux qui fréquentent les couloirs de l'ONU le savent peut-être.
la salle de l'Assemblée Générale de l'ONU porte son nom, salle Francisco de Vitoria. Et à gauche de la porte d'entrée, il y a son buste. À New York aussi, il est considéré comme le fondateur du droit international. Le contexte est le suivant, il est dominicain, il va se former à Paris, à la Sorbonne. Bon, je vous passe les détails. Les dominicains ayant la bougeotte, et c'est pas à vous que je l'apprends, ils voyagent beaucoup, ils découvrent l'Europe, et puis il est rappelé, parce qu'à un moment donné, les frères ont dû dire, bon, les études c'est bien, mais il faut aussi redonner ce qu'on a reçu. Il est appelé pour enseigner à Valladolid. À Valladolid, le couvent des frères jouxte le Conseil des Indes, c'est-à-dire le lieu où on gère la conquête. Comme ici, nous sommes dans le couvent à quelques centaines de mètres de la Commission européenne. Et là, il y a dans ce couvent de Valladolid des frères dominicains qui circulent, qui ont pris les bateaux qui sont partis dans les Indes occidentales, en Amérique du Sud. Et donc, Vitoria, lui, se met à penser les problèmes réels de la conquête. Il a accès à la réalité même de ce qui se passe. Ce n'est pas une pure élaboration. Il a pour partenaire de communauté un dominicain peut-être plus connu qui s'appelle Bartolomeo de Las Casas. Las Casas, c'est l'homme d'action. Vitoria, c'est le penseur, c'est l'intellectuel. Las Casas, c'est celui qui va sur le terrain défendre le droit des minorités, le droit des plus faibles. Mais il a besoin d'un appui au pays, en Espagne, pour essayer de donner des principes et influencer les décisions et les normes de droit. Donc il travaille comme ça en tandem. Voilà le contexte. Puis, après Valladolid, il monte dans la hiérarchie universitaire et on lui offre la chaire prestigieuse de Prim, la grande chaire à Salamanque, à l'université la plus célèbre de cette époque-là. Et là, il donne des leçons orales. Et la dernière de ces leçons, en 1539, s'appelle la leçon sur les Indiens. Cette leçon est un peu le sommet de sa pensée, la maturité, un peu la quintessence de ce qu'il a essayé de donner. Et par ses disciples immédiats, elle nous a été transmise jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez trouver le texte, c'est même traduit en français. La leçon sur les Indiens. Voilà le contexte de Vitoria. Quelle est l'idée forte? Alors évidemment, il développe pas mal de sujets, mais le point fort de son enseignement, première ligne de la leçon sur les Indiens, il y a un droit à la mobilité. Alors lui, il parle en latin, un ius communicationis, un droit à la mobilité. Il est normal, dit-il, que l'être humain, tout être humain se déplace. Et donc il est normal que les Espagnols se déplacent. C'était le contexte. Et il montre que le déplacement n'est pas illégitime. Vous voyez, c'est une démonstration théorique, hein, donc il en rajoute. Pour autant, il n'excuse pas, c'est une parenthèse, les exactions des Espagnols. On connaît la position des dominicains sur ce sujet et de Las Casas, dont je viens de vous parler. La seule manière, dit Las Casas, de transporter l'évangile, puisque c'est le motif de leur mobilité, c'est d'y aller sans être armé. Je ferme la parenthèse. Et on trouve ça dans son livre qu'il a nommé, Las Casas, del único modo, de l'unique mode de voyager. Ça veut dire que ce contexte a permis, tout comme nous aujourd'hui, notre contexte nous permet de poser certaines questions, lui a permis de développer la pensée sur la mobilité. Le droit à la mobilité naît dans un contexte précis qui est celui de la conquête du Nouveau Monde. Alors Vitoria va développer son argumentaire. Il va employer des mots pour qualifier cette mobilité, pour qualifier cette rencontre entre deux peuples, entre deux continents, entre deux cultures. Il dit il y a une sociabilité naturelle entre les hommes. Il y a une sociabilité naturelle entre les hommes et les peuples. Il y a une communication naturelle entre les hommes. Deuxième mot qui renforce le premier. Il y a, troisième mot, une solidarité naturelle entre les hommes. Et enfin, il y a une amitié naturelle entre les peuples. Et donc le droit à la mobilité, selon Francisco de Vitoria, c'est l'expression juridique de quelque chose de beaucoup plus profond, d'anthropologique. Alors je le cite. Il écrit, les Espagnols, enfin il le dit, hein, vous avez compris, les Espagnols ont le droit de circuler dans ces provinces lointaines
en ne causant pas de dommages aux Indiens, principe de réciprocité inhérent à cette communication, à cette mobilité, et les Indiens ne peuvent pas empêcher les Espagnols de circuler. Et il complète: puisque les Français n'ont pas le droit d'interdire aux Espagnols de voyager en France, de même, une telle interdiction n'est pas davantage licite pour les Indiens. Et ailleurs, il dit que si les Indiens veulent voyager en Espagne ou en Europe, le déplacement est licite. On ne s'interroge pas là sur les conditions qui rendent possible ce type de... On est dans une argumentation. Ça veut dire que le droit qui germe chez Vitoria, qui reste embryonnaire, et c'est sans doute pourquoi la postérité n'a pas retenu les textes de Vitoria comme des ensembles de normes, mais plutôt comme des sources d'inspiration des normes à venir, eh bien, ce droit repose sur une conception philosophique et théologique de l'humanité. Première conséquence, l'humanité est une. Elle est unifiée, elle est une. On forme une même famille. Il y a une parenté, dit-il, naturelle entre les hommes, parce que pour Vitoria, il y a une source commune, un Dieu Père. C'est un juriste et un théologien. Deuxième figure. On fait un petit saut dans le temps de quelques décennies, puisque Vitoria est mort au milieu du XVIe siècle, et Grotius, Hugo de Groot, naît en 1583 et meurt en 1645. C'est un avocat néerlandais. Et on va s'intéresser chez lui à un petit texte particulier que j'ai déniché ici dans cette très belle bibliothèque que les frères ont. Un petit texte de 1605 qui s'appelle Mare Liberum. Mare Liberum, la liberté des mers. Et c'est un petit texte de jeunesse, alors on a tendance à l'oublier, il n'est pas toujours valorisé, mais il contient tout le potentiel de la pensée que Grotius va ensuite développer. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier des jeunes. Il y a parfois dans les écrits de jeunesse quelque chose qui peut-être pour plus tard sera très prometteur. Et dans Mare Liberum, il pose finalement les bases de ce qui sera le droit du commerce international. On le rappelle, Grotius, c'est l'époque de la navigation des Hollandais jusqu'en Asie. Alors on peut percevoir toute l'influence de Vitoria sur Grotius, parce que c'est le but de cette recherche, de cette trace qu'on suit. Alors quand on est universitaire, il faut être rigoureux. Pour être rigoureux, surtout quand on est littéraire, il faut montrer qu'on fait des statistiques, surtout quand on est littéraire, parce que là ça montre que vraiment vous êtes rationnel et que vous n'êtes pas en train de faire des envolées mystiques qui n'intéressent finalement personne. Alors j'ai compté. Grotius fait référence 15 fois à Vitoria dans ce texte Mare Liberum, qui est un tout petit opuscule, 15 fois. Et puis dans le texte suivant, qui s'appelle De Jure Prade, 68 fois. Et enfin, 58 fois, 58 références à Vitoria dans le droit de la paix et de la guerre, qui est le grand traité de Vitoria, les bases du droit international, de Grotius, les bases du droit international. Et puis, c'est sans compter les dizaines de citations des disciples de Vitoria dans les écrits de Grotius. Parce que Grotius, il a reçu Vitoria aussi, Vitoria lui-même, ses écrits, et puis tout ce que ses disciples immédiats, l'école de Salamanque, avaient écrit autour de ces textes. Alors ça veut dire déjà que Mare Liberum prolonge clairement les textes de Vitoria et la leçon sur les Indiens. Quelle est son idée forte? Il plaide pour le droit à la mobilité dans un but très précis, c'est le titre de son ouvrage, pour la liberté des mers. La liberté des mers, c'est le droit de faire du commerce. Et donc, pour permettre de commercer, il faut que les gens circulent, puissent se déplacer dans des espaces communs, et c'est là, je pense, la pointe chez Grotius, des espaces communs qui ne sont pas appropriés, qui ne sont à personne, c'est-à-dire qui sont à tous. Et quand vous serez face à l'océan, face à la mer, on en a souvent l'intuition, un espace l'infini qui est là.
Eh bien, il y a plus que ça. La mer est cet espace commun à tous, qui n'est pas approprié à un État. Et vous le savez, la frontière, elle est bipartite. On touche deux États. La mer n'est pas bipartite, elle permet d'aller dans plusieurs États et de mettre en relation plusieurs terres qui, elles, sont appropriées. Donc l'espace de la mer comme espace commun, vide, qui permet de se déplacer, qui permet de se rencontrer. Alors, Grotius, c'est ça qui m'a le plus intéressé dans sa recherche, dans ses écrits. La mer ne peut pas être appropriée, et il qualifie ce fait, et il dit « c'est un héritage indivis ». La mer est un héritage indivis. Et nous le savons quand nous préparons un partage de biens, ou quand nous avons reçu des biens, souvent les parents ont le désir, ça arrive, de donner une maison en indivis. Pourquoi? Parce que justement, cette maison-là, elle symbolise l'union de la famille. L'héritage indivis, c'est celui qui appartient, la maison, elle est à tout le monde et à chacun, avec les mêmes droits. Et c'est aussi le lieu, parfois, des conflits, justement. Alors, qualifier la mer d'héritage indivis, c'est montrer qu'il y a en deçà des territoires, en deçà du droit territorial, il y a un espace qui manifeste, qui traduit qu'il y a une humanité commune partagée, avant toute appropriation. Je cite Grotius, « La différence entre la mer et la terre, c'est qu'à l'égard de la mer, le droit des peuples est et restera toujours ce qu'il fut autrefois et n'a jamais été séparé de la communion des hommes. Il y a une phase antérieure de l'humanité où l'humanité est en communion, avant tout ce qui sépare. » Alors, qui dit héritage indivis, et ça on l'entend très vite, première conséquence, il y a un père commun, il y a un donateur commun, il y a une source commune. C'est pas une humanité orpheline, une fraternité orpheline, dira-t-on beaucoup plus tard. Il y a une source commune. Et deuxième conséquence, il y a un patrimoine commun. Patrimoine, le mot vient de pater, de père. Et donc il y a quelque chose dans l'humanité à gérer en commun. Et vous comprenez en consonance qu'en 1958, on a pu développer la notion de patrimoine commun de l'humanité. Et c'est aujourd'hui de plus en plus le cas. On prend conscience qu'il y a énormément d'éléments qui sont à gérer au-delà des frontières territoriales, au-delà des prérogatives de chaque État. Tous, écrit Grotius, usent des biens communs sans préjudice pour personne. Et c'est Grotius qui emploie cette formule que Jean-Bernard aime beaucoup, et c'est lui qui parle du commerce de l'amitié. Le commerce, on le sait bien, il y a une expression qui dit c'est une personne d'un agréable commerce, d'un agréable échange. Eh bien, il y a sous-jacent à la notion du commerce business, du commerce marchand, il y a beaucoup plus profondément l'idée d'une relation à un autre qui vient m'apporter ce qui à moi me manque et moi je lui apporte ce qui à lui manque. Et donc la source profonde du commerce, c'est bien profondément l'échange d'une humanité commune. Alors il y aurait beaucoup à dire, mais on est ici pour avoir quelques notes de musique dans la tête.